Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 128. Je découvre les mécanismes primaires de mon cerveau. Mais avant de commencer, un petit merci à Ellie pour son commentaire et ses 5 étoiles postées sur Apple Podcast, et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai pu lire « Je vous écoute chaque semaine en voiture, j'attends avec impatience ma petite bulle de bonheur qui me donne la motivation de terminer ma semaine. Merci. Les thèmes abordés sont très intéressants et les conseils bienveillants. Alors faites comme Ellie, pensez à nous laisser un commentaire et 5 étoiles. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je veux toujours plus d'argent, de reconnaissance. C'est un moteur dans ma vie professionnelle. Et pourtant, je cours après cette promotion sans être vraiment sûre que c'est ce que je veux. J'ai réalisé en me lançant dans un grand tri combien j'avais accumulé de vêtements au cours des années. J'avais honte. Et en même temps, pendant les soldes, c'est plus fort que moi, j'ai encore racheté. Pour les enfants, certes, mais quand même, en avions-nous réellement besoin? Cela va avec l'impression grandissante que je fais tout ça de plus en plus vite, presque sans y réfléchir. Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Pourquoi mes comportements sont-ils devenus si compulsifs? Comment est-ce que je peux faire pour me tempérer? Pour cet épisode un peu plus scientifique, nous nous sommes beaucoup inspirés de l'essai « Le bug humain » de Sébastien Boller. Sébastien Boller est docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Il est spécialisé en neurosciences et psychologie. Dans cet essai de vulgarisation scientifique, il démontre les impacts des mécanismes archaïques. Effectivement, nous allons nous appuyer sur ses écrits pour décrire les mécanismes archaïques et vous aider à mieux comprendre votre cerveau. Pour commencer, depuis les premiers hommes, notre cerveau est programmé pour chercher à atteindre 5 objectifs primaires. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, produire le minimum d'efforts possible et collecter un maximum d'informations sur son environnement. Ce sont essentiellement des réflexes de survie. Mais en fait, tout ça, ça vient d'où? En fait, on s'est rendu compte que ça vient d'une structure présente dans notre cerveau qui s'appelle le striatum. Le striatum, c'est une partie inférieure du cerveau située sous le cortex. En résumé, le striatum régule notre motivation et nos impulsions. C'est une des parties les plus importantes de notre cerveau pour ce qui est de notre prise de décision. Le striatum existe chez beaucoup d'animaux, poissons, reptiles, amphibiens, mammifères. Au fur et à mesure des siècles, il s'est renforcé. Je vous partage alors une expérience concrète menée sur une espèce de poisson pour vous décrire la chimie qui entoure le striatum. Lorsque le poisson cherche de la nourriture, tous ses mouvements sont dirigés par un réseau nerveux contrôlé par le striatum. Celui-ci, donc le striatum, libère de la dopamine, vous savez, notre petite hormone du bonheur, si la recherche de nourriture du poisson porte ses fruits. Le poisson ressent donc un intense sentiment de plaisir et son cerveau enregistre que le circuit qui a permis d'obtenir de la nourriture a bien fonctionné. Et tout ça, ça va renforcer ce circuit de commande. Autrement dit, le striatum récompense les bons gestes, envoie des shoots de plaisir au sujet et renforce les circuits qui marchent. C'est une forme d'apprentissage comme à l'école. Quand, rappelez-vous, vous récitiez correctement votre poésie, vous receviez alors une image ou un autocollant et vous aviez d'autant plus envie d'apprendre la prochaine poésie car vous anticipiez le fait d'avoir une autre image ou un autocollant. Alors, jusque-là, pas de problème. Le striatum est indispensable car il crée des incitations, c'est-à-dire des signaux qui nous poussent à déclencher une action. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, car les recherches menées sur des souris ont montré que si le circuit de dopamine du striatum est désactivé, les sujets se laissent mourir en quelques semaines. C'est aussi ce que les médecins ont observé chez les patients dont le striatum a été endommagé. Cependant, le striatum est connecté au cortex et innerve presque toutes les instances de raison, de planification,
d'organisation et d'abstraction de notre cerveau. Le circuit de récompense les influence tous. Vous sentez probablement où je veux en venir. Le striatum est donc en partie responsable de nos comportements plus irrationnels, comme par exemple le fait de manger sans faim. Vous voyez l'exemple de la main dans le bol de cacahuètes où on est incapable de s'arrêter. Le système de récompense activé par le striatum libère des sensations de plaisir telles qu'elles prennent le pas sur la sensation de satiété de nourriture. Et c'est donc encore le striatum qui nous pousse à aller descendre une tablette de chocolat pour prendre une grosse dose de plaisir. Le système de récompense est plus puissant que nos capacités de raisonnement rationnel. Or, le striatum est un monstre glouton. Il prend tout ce qu'il peut avoir. Une fois que le cerveau identifie qu'un comportement apporte une récompense, il le renforce et utilise le niveau de récompense comme la nouvelle référence. Le cerveau va donc maintenant chercher encore plus de récompenses. C'est l'effet toujours plus. Dites-vous que ça produit le même type d'effet qu'une dose de cocaïne, et d'ailleurs, les drogues reproduisent artificiellement le même schéma de plaisir. Le striatum est donc responsable de notre absence de modération dans de multiples domaines, les plus facilement observables étant l'alimentation et le sexe. Alors, quel est le deuxième enseignement de l'étude du striatum ? Vous vous rappelez qu'au début de ce podcast, je vous parlais des 5 objectifs primaires, dont la recherche de pouvoir. Notre cerveau est naturellement sensible à la hiérarchie et est programmé pour la comparaison sociale. Cela nous vient notamment de nos ancêtres les primates, dont les leaders avaient accès à plus de nourriture et encore aux meilleures femelles. L'étude du striatum montre que 2 résultats provoquent une décharge positive. D'abord lorsque nous gagnons contre un adversaire et aussi lorsque nous voyons quelqu'un gagner, car le gagnant pourrait représenter un partenaire auquel s'allier pour survivre. Cependant, les études sur les jeux vidéo révèlent que le fait de gagner contre un logiciel n'active pas le striatum. Très intéressant. Ceci met en lumière un enseignement aussi très important. Ce qui compte, ce n'est pas de gagner, c'est de s'élever dans la hiérarchie. Concrètement, lorsque nous nous élevons dans la hiérarchie par l'achat d'une plus belle voiture que celle de notre voisin, par exemple, nos gènes produisent des protéines qui dopent les effets de la dopamine et renforcent nos récepteurs de cette hormone. C'est ce que les psychologues ont appelé la comparaison sociale. D'ailleurs, si nous réfléchissons bien, combien d'entre nous comparent leur salaire, leur maison, leur lieu de vacances avec leurs collègues et amis? Le mécanisme est exactement le même quand il s'agit d'apprécier notre niveau d'augmentation annuelle, à l'aune de celle d'un échantillon comparable et à ressentir une satisfaction seulement si notre augmentation de salaire est au moins égale à celle de nos pairs. L'absolu ne compte pas, seul le relatif nous permet d'apprécier notre résultat. Encore ici un écueil. Nous sommes guidés par une force profonde qui nous pousse à vouloir plus que ce qu'ont les autres, même lorsque nous n'en avons pas besoin. Notre cerveau est programmé pour tenter de dominer les autres. Troisième enseignement de l'étude du striatum. Nos organismes ont enregistré, depuis toujours, que minimiser nos dépenses d'énergie augmente considérablement nos chances de survie. Autrement dit, notre cerveau est donc aujourd'hui programmé pour en faire le moins possible. Entre 2 actions atteignant le même objectif, notre cerveau nous poussera toujours à choisir l'option qui exige le plus petit effort. Ce qui veut dire que nous sommes tous munis d'un formidable calculateur qui évalue toujours le rapport résultat obtenu versus effort fourni. Formidable richesse de notre bagage génétique. Cependant, ici encore une petite nuance. Ce super calculateur est autonome et n'attend pas du tout que vous lui commandiez de faire ce calcul. Ce qui veut dire qu'alors que vous êtes lancé dans une activité, il évalue en même temps si le jeu en vaut toujours la chandelle. Il reste donc en alerte à toutes les autres activités que vous pourriez faire à la place pour moins d'efforts et plus de plaisir. C'est lui, par exemple, qui m'incite à mettre en pause la rédaction de ce podcast complexe
pour aller scroller sur les réseaux sociaux, texter une amie ou encore regarder le pop-up arriver sur mon ordinateur. Ce biais très fort nous pousse parfois à abandonner certaines activités au long cours parce que notre cerveau nous fait croire que nous aurions mieux à faire. C'est un point que nous avions d'ailleurs abordé dans notre épisode 97 « Je me concentre ». Nous sommes donc tous programmés pour nous ménager et développer des technologies qui remplacent nos efforts. Dernier renseignement de l'étude du striatum. Notre cerveau est naturellement attentif aux signaux indiquant une source de nourriture, la possibilité de se reproduire ou d'élever notre statut, ou encore n'importe quelle source de profit. Notre cerveau cartographie en permanence notre environnement avec ce prisme comme tête chercheuse à l'affût d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que le striatum libère de la dopamine à la fois lorsque la récompense arrive, mais aussi lorsque nous captons un signal que la récompense va arriver. Autrement dit, je ressens du plaisir à l'idée de pouvoir bientôt m'acheter le prochain iPhone, car j'anticipe ce plaisir que je vais avoir à l'utiliser et le statut social qu'il va m'apporter, mais aussi j'aurai ce même plaisir lorsque je le tiendrai en main pour la première fois. Cependant, comme nous l'avons pas mal répété au cours de cet épisode, notre striatum ne connaît pas de limite. Dans notre monde de la surinformation, où nous sommes tous munis de mini-ordinateurs dans la poche de notre jean, notre cerveau continue toujours à chercher le maximum d'informations. C'est décidément un glouton. Nous sommes programmés pour être en alerte permanente, ce qui crée des comportements excessifs comparables à la boulimie alimentaire. Nous avons tout le temps besoin de collecter de l'information et avec comme but unique de ne rien manquer, que ce soit une information importante ou un événement. Après ce tour d'horizon, nous comprenons que le striatum est un élément indispensable à notre survie, un très bon compagnon de route lorsque nous en comprenons le fonctionnement et que nous tempérons ses instincts de temps en temps un peu envahissants. Allez, je change de regard. Comment enrayer les mécanismes primaires du striatum qui de temps en temps nous emmènent un peu vers la démesure? Première idée, prendre notre striatum à son propre piège et reformatons nos conditionnements. Partons du principe que notre culture, la société dans laquelle nous évoluons, développe ses propres systèmes de récompense. Notamment, certains comportements remportent une forte approbation sociale. Du coup, appuyons-nous là-dessus. Je vais reprendre l'exemple de Sébastien Boller. Donc, l'auteur cite l'exemple de la Chine où le fait d'avoir un véhicule non polluant est devenu le summum de l'ascension sociale. Résultat, les ventes décollent et la liste d'attente pour obtenir des plaques d'immatriculation vertes identifiant ce type de véhicule s'allonge. Voilà un bon moyen d'utiliser la démesure du striatum au service de l'écologie. Deuxième piste. Le striatum est avide d'informations, il est curieux. Nourrir sainement notre curiosité, apprendre, améliorer notre connaissance de sujets qui nous passionnent sont autant de pistes pour apporter un peu d'équilibre dans la chimie de notre cerveau et dans nos comportements. Je vous renvoie pour ça notre bulle de bonheur 17, je reste curieux. Troisième piste. Nous sommes parfois assaillis par un manque de sens dû aux possibilités incroyables que nous apporte notre société d'abondance. Et ce manque de sens nous laisse un petit goût amer. Or, du sens, nous pouvons en retrouver en nous concentrant sur nos valeurs. Je vous renvoie à l'épisode 75, j'identifie mes valeurs. En nourrissant nos relations aux autres, et ça c'est fondamental. Je vous laisserai écouter notre épisode 79, je crée du lien social. Aussi du sens, on peut en trouver en développant une meilleure connaissance de nous-mêmes, en nous lançant dans des activités qui nous révèlent à nous-mêmes et qui renforcent notre confiance en nous. Pour ça, réécoutez notre bulle de bonheur 87 j'ose et la 97 je découvre les vertus de l'effort. Une dernière piste, c'est essayer de nous reconnecter à nous-mêmes et revenir à un état de conscience et essayer de mettre un petit peu de côté ce côté un peu foufou et très glouton de nos striatum. D'abord en marquant des pauses, en ralentissant ou en nous efforçant de regarder certains de nos actes. Ça nous donnera un petit peu de temps et d'espace, c'est souvent nécessaire pour interroger notre intention. Par exemple,
Au lieu d'acheter tout de suite ce pull qui surgit dans une publicité dans mon flux Facebook, je vais essayer d'y revenir plus tard. Je vais avoir ainsi le temps de repenser à cet achat, à son utilité et à mon besoin derrière. Peut-être que je vais finalement l'acheter, mais ça sera pour une bonne raison que j'aurai mûri et non de manière compulsive, guidée par un algorithme qui semble détenir la télécommande de mon portefeuille. Nous pouvons aussi prendre une pause pour ressentir ce que nous éprouvons physiquement. Par exemple, l'urgence de nous remplir l'estomac remplace de plus en plus le plaisir de la nourriture. Il nous arrive même parfois d'oublier ce que nous avons mangé au repas précédent. En fait, essayez d'avoir une expérience sensorielle complète avec un aliment. Vous pouvez faire appel à tous vos sens pour vivre pleinement le moment passé à déguster cet aliment. Sa couleur, sa texture, son odeur, son goût, imaginez sa provenance aussi. Vous pouvez aussi prendre des respirations pour vous permettre de vous tenir éloigné de l'urgence de l'instant. Prendre une courte respiration, une pause pour se demander si l'acte que vous allez poser est pleinement conscient ou plus automatique, c'est un bon moyen de reprendre le contrôle de vos mécanismes primaires. Ainsi, si je respire avant d'aller mécaniquement ouvrir le placard où il y a mon gros bon paquet de M&M's, peut-être que je finirai par y aller pour vraiment les savourer, ou bien que je réaliserai que j'en avais pas si envie que ça. Je vous invite, sur tout ce qui touche à la méditation, de réécouter notre épisode 122 sur la méditation et 103 sur l'introspection. Et ça offre des éclairages intéressants sur ces techniques de reconnexion à soi. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Notre cerveau cherche à obtenir 5 récompenses. La nourriture, le sexe, le statut social, le moindre effort et l'information. 2. Une fois que le cerveau identifie qu'un comportement apporte une de ces récompenses, il en veut toujours plus. 3. Ce système bien huilé nous met en action, mais il nous conduit aussi à des comportements excessifs et automatiques. 4. Pour reprendre la télécommande, nous pouvons remettre du sens dans nos actes, ralentir et mettre plus de conscience dans ce que nous vivons et faisons. À vous de jouer, chers auditeurs. Piochez une carte de 2 minutes ensemble et choisissez de marquer une pause avant vos prochaines décisions. Pauses au cours desquelles vous pourrez reprendre le temps de vous reconnecter à vous-même et à vos valeurs. La petite mousse de la semaine nous est servie par quelqu'un que nous aimons beaucoup et qui a récemment rejoint les étoiles, puisque c'est de Pierre Rabhi qu'il s'agit. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut, en toute liberté, prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.